Le village de Casseret, niché entre des collines rouges et des forêts épaisses, avait toujours vécu dans une harmonie discrète. Les coqs chantaient avant l'aube, les femmes puisaient l'eau puis en fredonnant des chants anciens, et les enfants couraient pieds nus, traînant des cerceaux de fer dans la poussière. Mais depuis quelque temps, un murmure étrange s'était mis à circuler, d'abord dans les ruelles les plus sombres, puis sur les lèvres des plus bavardes. Tu sais, aucune femme dans le village ne peut le satisfaire. C'était Guémot, un homme à la peau ébène comme la nuit, aux yeux dorés comme le miel sauvage et à la voix grave qui faisait frissonner jusqu'aux vieilles dames. Il n'était ni roi, ni devin, ni chef. Et pourtant, tout le monde pliait l'échine devant lui, même les hommes les plus orgueilleux. Guémot était arrivé à Casseret 3 saisons plus tôt, sans famille, sans bétail, sans histoire. Il portait un sac de cuir usé, une canne en bois sculptée de symboles que nul ne comprenait, et un sourire énigmatique. On disait qu'il venait du royaume de Sangha, là où les esprits parlent aux hommes en plein jour. Très vite, toutes les femmes s'étaient retournées sur son passage. De Yandé la tisseuse, veuve depuis 10 ans, à Assetou la jeune mariée, fraîchement unie à son époux, elle l'avait toutes regardée avec le même feu silencieux dans les yeux. Et une par une, elles étaient tombées dans ses filets. Mais c'est là que l'histoire devient étrange. Chaque femme qui passait une nuit avec Guémot revenait, brisée, pas seulement fatiguée, brisée, le regard vide, les jambes flageolantes, la peau pâlie comme si elle avait été vidée de son essence. Elle refusait d'en parler, hochant la tête avec des frissons, murmurant que c'était trop. Aucune ne voulait y retourner. Awa, une jeune fille téméraire, avait lancé un soir à haute voix sur la place du marché. « Moi, je suis sûr que ces femmes sont faibles. Moi, je vais le satisfaire. Guémot, je vais le faire crier mon nom. » Le silence était abattu comme une lame sur le marché. Même les mangues avaient cessé de tomber des arbres. Le soir même, Awa frappa à la porte de la hutte de Guémot. Il lui ouvrit sans un mot, comme s'il l'attendait. Personne ne dormit cette nuit-là. Des gémissements, des cris, puis des silences étouffés remplis d'un malaise inexplicable traversaient le vent. À l'aube, Awa sortit de la case, pieds nus, les vêtements froissés, les cheveux collés à son front. Elle marchait lentement, les yeux fixés droit devant, comme si elle avait vu quelque chose que les autres ne devaient jamais savoir. Elle ne parla plus jamais. Sa mère, effondrée, l'amena chez le marabout du village, mais celui-ci secoua la tête. « Je ne peux rien faire pour une femme que l'esprit de la luxure a effleurée dans le sommeil. » À partir de ce jour, un interdit tacite fut posé. Plus aucune femme n'osa s'approcher de Guémot. Mais l'homme, lui, restait là. Il se promenait entre les cases, toujours aussi silencieux, toujours aussi séduisant, avec cette lueur affamée dans les yeux. Il semblait attendre quelque chose, ou quelqu'un, et dans la pénombre de la forêt sacrée, les vieilles prêtresses murmuraient en secret. Ce n'est pas un homme, c'est un porteur d'ombre, et il cherche celle qui pourra contenir sa malédiction. Depuis la nuit d'Awa, le silence était devenu une habitude dans le village de Casseret. Les rires des femmes avaient changé de tonalité, moins libres, plus crispés. Les jeunes filles, autrefois curieuses, évitaient désormais de croiser le regard de Guémot, cet homme dont la présence semblait tordre l'air lui-même. Mais au milieu de ce silence étouffé, une voix s'éleva, une voix claire, tranchante, presque moqueuse. Et si c'était vous, les faibles? Maïmouna, fille du vieux forgeron, Maïmouna n'était pas comme les autres. Depuis l'enfance, elle traînait dans les coins interdits, parlait aux vieillards fous et passait des heures à écouter les histoires que les autres avaient oubliées. Sa beauté n'était pas classique, peau sombre comme le charbon mouillé, regard perçant, démarche droite comme une liane tendue. Elle avait refusé 2 mariages, préférant s'occuper de sa petite sœur et des cultures de mil. Elle n'avait pas peur de Guémot, ou du moins, elle prétendait ne pas en avoir. Un homme reste un homme, et les femmes de ce village sont devenues trop sensibles. Ces mots avaient fait le tour du village comme une traînée de feu. Même les anciens s'étaient réunis sous l'arbre à palabres pour discuter de cette audace. Elle ne sait pas à quoi elle joue, disait le vieux Boro, les yeux baissés. Mais Maïmouna savait ce qu'elle faisait. Elle avait vu le regard de sa cousine Fatih, l'une des premières à être entrée dans la case de Guémot, changer en une nuit. Fatih, la vivante, la danseuse, était devenue une ombre qui marmonnait en dormant. Il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas. Je vais le découvrir. Cette nuit-là, Maïmouna marcha seule jusqu'à la case de Guémot. Pas en cachette. Non, elle portait un pagne rouge, couleur du sang et du défi. Ses cheveux étaient nattés avec des perles d'onyx. Sur sa poitrine, elle avait frotté une mixture d'herbes que lui avait donnée tante Kadi, la seule guérisseuse du village qui avait osé la bénir. La porte de la case était entrebâillée. Comme toujours.
Gemo était assis, torse nu, sa peau luisant comme une pierre noire sous la lueur de la lampe à huile. Il ne parla pas. Il la regarda longuement, et elle entra. La nuit fut différente, très différente. Au début, tout semblait suivre le même chemin que pour les autres femmes. Une chaleur, un vertige, un désir presque incontrôlable. Mais Maïmouna avait un mental de fer. Chaque fois qu'elle sentait son esprit flancher, elle récitait dans sa tête les paroles sacrées de sa grand-mère. Quand l'ombre te touche, cherche la lumière que tu portes en toi. Gemo était puissant, plus qu'un homme. Son corps semblait dégager une énergie ancienne, brute, indomptable. Son souffle faisait trembler les murs, ses mains brûlaient comme le feu. Et ses yeux n'étaient pas humains. Maïmouna comprit alors. Ce n'était pas un simple plaisir qu'il cherchait. Ce n'était pas du désir. C'était une faim, une malédiction. Il se nourrissait d'elle. Mais elle ne se laissa pas consumer. Pas entièrement. À l'aube, quand elle se leva, son corps était lourd, mais son regard était clair. Gemo la fixait, pour la première fois, surpris. Il semblait inquiet, comme si elle venait de briser une règle. « Tu n'es pas comme les autres, dit-il d'une voix rauque. Elle se pencha, reprit son pagne et répondit « Toi non plus, mais je saurai ce que tu es. » Et elle sortit, fière, les jambes douloureuses mais l'âme en feu. Le village s'arrêta de respirer quand il la vit revenir, droite, consciente, vivante. Les femmes pleurèrent, les hommes se signèrent, et les anciens se réunirent à nouveau. Elle a survécu, chuchota Boro. Mais à quel prix? Dans la forêt, les oiseaux cessèrent de chanter. Quelque chose venait de changer. Depuis que Maïmouna était sortie de la case de Gemo avec l'esprit encore intact, un vent nouveau soufflait sur Kasseret. Mais ce n'était pas un vent de paix. C'était un souffle lourd, chargé de tension, de peur contenue, car ce que les gens ne comprenaient pas les effrayait plus que ce qu'ils voyaient. Dans les jours qui suivirent, Gemo ne sortit plus de sa hutte. Les enfants n'osaient plus jouer près de chez lui. Même les animaux semblaient éviter le périmètre. Les femmes, elles, se regroupaient en silence au bord du puits, lançant des regards furtifs à Maïmouna. Mais Maïmouna, elle, continuait de vivre comme avant. Elle cultivait son chant. Elle chantait en pilant le mil. Elle riait avec sa petite sœur. Pourtant, dans ses yeux, il y avait quelque chose de changé. Une sorte de veille intérieure, comme si elle sentait que l'histoire n'était pas terminée. Ce fut le vieux Boro, l'aîné des anciens, qui convoqua une réunion spéciale sous l'arbre à palabres. C'était la première fois depuis 20 ans que le tambour sacré sonnait à cette heure-là. Les anciens s'étaient installés en cercle, leurs bâtons dans la main, les pieds nus dans la poussière. Il y avait la Boro, bien sûr, mais aussi Neyoro, la prêtresse à la voix rauque, et Surakata, le chasseur aux cicatrices de panthère. Tous avaient vu des choses, vécu des guerres, traversé des sécheresses. Mais le cas de Gemo les dépassait. Ce n'est pas un homme, dit Neyoro sans trembler. Il a une apparence humaine, mais il est autre. Une bête, un porteur de feu. Un djinn, demanda un ancien. Non, répondit-elle. Pire, il est un homme damné. Un être qui fut autrefois normal, mais qui a été marqué par un pacte. Quelqu'un ou quelque chose l'a lié à la chair, et maintenant il se nourrit de l'énergie des femmes comme un lion du sang frais. Un silence pesa sur l'assemblée. Et si Maïmouna a survécu, cela veut dire qu'elle est différente elle aussi, murmura Boro, ou qu'elle a éveillé quelque chose en lui. À ces mots, Neyoro hocha lentement la tête. C'est pour cela que nous devons agir maintenant, avant qu'ils ne réclament plus. Ils décidèrent alors de faire appel à un ancien rituel, le pacte des 9 flammes, un ancien processus spirituel qui permettait de sonder l'âme d'un être et de le lier ou de le détruire. Mais pour cela, il fallait un catalyseur, quelqu'un qui avait déjà touché l'ombre. Maïmouna, quand les anciens vinrent la voir, elle les écouta en silence. Elle ne sembla ni surprise ni effrayée. Au contraire, elle accepta d'un simple hochement de tête. « Je veux savoir ce qu'il est, et pourquoi il m'a laissé partir. » La nuit choisie pour le rituel fut celle de la lune noire, une nuit sans étoiles, où même les chiens ne hurlent pas. Sous le grand fromager sacré, un cercle fut tracé avec de la cendre de baobab et de la poudre rouge. 9 lampes furent allumées, représentant les 9 flammes du pacte. Maïmouna s'assit au centre, les yeux fermés, tenant entre ses mains un tissu imbibé de l'odeur de Gemo. Neyoro, la prêtresse, chanta en langue ancienne. Les tambours résonnaient faiblement, comme un battement de cœur lointain. Et soudain, le vent se leva. Une lumière étrange se forma dans le cercle. Une silhouette apparut, grande, sombre, les yeux brillants comme 2 braises.
Ce n'était pas le vrai Guémo, c'était son essence. Il parla, ou plutôt, il rugit. « Pourquoi veux-tu savoir ce que je suis? Femme !» Maïmouna leva les yeux vers l'ombre. « Parce que je suis peut-être celle qui t'a été promise, ou celle qui te détruira. » Les flammes vacillèrent, le sol trembla légèrement, et une image se forma au centre du cercle, un homme nu, agenouillé devant une grotte, en train de supplier une entité invisible. Un pacte avait été scellé, il y a longtemps. Guémo avait échangé son humanité contre un pouvoir d'attraction et de plaisir sans limite. Mais à un prix terrible, il ne pouvait jamais être rassasié. Et il ne pouvait être libéré que par une femme capable de survivre à sa faim et de comprendre son vide. Maïmouna ferma les yeux. Elle savait, désormais, mais ce qu'elle ferait de cette vérité, personne ne pouvait encore le deviner. Depuis la nuit du rituel, Maïmouna ne dormait plus vraiment. Son corps se reposait, oui, mais son esprit restait éveillé, à l'écoute. Elle entendait des choses, des voix chuchotées dans le vent, des fragments de souvenirs qui ne lui appartenaient pas. Guémo, il hantait ses pensées, non pas comme une menace, mais comme un mystère brûlant. Il avait été homme, jadis, aimé, faible, désespéré, et dans cette faiblesse, il avait pactisé avec une entité obscure. Mais pourquoi? Pour qui? Et pourquoi maintenant? Kasseret? Maïmouna se rendit à la vieille grotte de Kundumba, un lieu interdit que même les chasseurs évitaient. Là, dit-on, les esprits anciens dormaient, et les vérités que personne ne voulait entendre se cachaient dans les pierres. Elle y entra au lever du soleil, seule, vêtue d'un simple pagne blanc. Ses pieds nus glissaient sur la terre humide, et chaque pas résonnait comme un écho d'un autre monde. Au fond de la grotte, un cercle de pierres disposées en spirale l'attendait. Lorsqu'elle s'y assit, ses paupières devinrent lourdes. Et elle vit, un autre temps, un autre village. Guémo, jeune, amoureux. Il courait après une femme aux tresses longues et au rire pur, Sali, sa fiancée. Ils devaient se marier après la saison sèche. Mais la guerre éclata. Des hommes venus du nord attaquèrent leur village, et Sali fut prise, violée, tuée, son corps jeté dans une rivière sacrée. Guémo, fou de douleur, marcha pendant des jours jusqu'à atteindre le mont Ténébreux, là où vivaient les esprits. Il ne demanda pas la vengeance. Il demanda à ressentir encore, à ne jamais oublier le feu de la chair, l'intensité d'un contact, la chaleur d'une âme contre la sienne. Et l'esprit ancien lui offrit ce qu'il demandait. Un corps éternellement attirant, un plaisir infini. Mais tu désiras 1000 femmes, mais aucune ne pourra combler ton vide. Car ton vide, c'est elle. Et depuis, Guémo cherchait Sali. Pas elle exactement, mais l'écho d'elle. Une femme avec une lumière capable de tenir face à son feu. Une femme avec assez d'ombre pour comprendre sa douleur, mais assez de clarté pour ne pas s'y noyer. Et Maïmouna était peut-être cette femme. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, la grotte semblait plus petite. Le monde, plus net. Elle n'avait pas peur. Pas même de Guémo. En sortant, elle trouva un visiteur qui l'attendait à l'entrée. Guémo lui-même. Il était là, debout, sans chemise, sans sourire. Ses yeux étaient plus sombres, moins brillants, plus humains. Il savait, lui aussi. « Tu es allé voir ?» dit-il simplement. « Oui, j'ai vu, et j'ai compris. » Un silence passa entre eux. Ce n'était plus un jeu de pouvoir, de désir, de défi. C'était un dialogue d'âmes anciennes, de blessures jamais refermées. Et maintenant, demanda-t-il. Maïmouna le regarda droit dans les yeux. Maintenant, tu vas arrêter de fuir. Tu vas raconter ton histoire à ceux que tu as blessés. Tu vas rendre aux femmes de ce village ce que tu leur as pris. Guémo baissa les yeux. Je ne sais pas si je peux. Alors je t'apprendrai. Ce soir-là, pour la première fois depuis 3 lunes, Guémo sortit de sa case. Il suivait Maïmouna, silencieux. Le village entier s'était rassemblé, d'abord par curiosité, puis par instinct. Les femmes, les hommes, les enfants, tous regardaient. Et là, devant tout Kasseret, il parla. Il raconta son histoire, sa douleur, sa malédiction, sa faim. Il demanda pardon, sans fausse humilité, mais avec une vérité si brute que même les pierres semblaient l'écouter. Certaines femmes pleurèrent, d'autres se détournèrent. Mais toutes comprirent une chose, ce n'était pas la fin, c'était un commencement. Le calme revenu sur Kasseret après la confession de Guémo n'était qu'un voile fragile. Les habitants avaient écouté, pleuré, hoché la tête, mais au fond, la peur restait. Un homme capable de drainer l'âme d'une femme d'un simple, touché ne change pas en un discours. Et Guémo le savait. Il s'était retiré dans une hutte à l'écart,
construite par lui-même, avec ses mains, comme pour recommencer à zéro. Chaque matin, il se levait avec le soleil, travaillait la terre, aidait les vieillards, s'alliait avec respect. Mais chaque nuit, la faim revenait. Pas une faim de nourriture, une faim plus ancienne. Une chaleur dans la poitrine, un besoin de contact, de fusion. Il avait cru que parler, confesser, libérer, suffirait. Mais la malédiction restait tapie, comme une bête au creux de lui. Il évitait les femmes. Il craignait de les blesser à nouveau. Mais un soir, alors qu'il puisait de l'eau au bord du marigot, Maïmouna le rejoignit. Silencieuse, présente. « Tu l'as senti revenir, hein ?» demanda-t-elle doucement. Il ne répondit pas tout de suite. Puis il hocha la tête. « Elle est là, dans ma peau, dans mes os. Elle ne dort jamais. » Maïmouna s'assit près de lui, sans crainte. Ce n'est pas une malédiction que tu peux effacer d'un coup. C'est un poison lent. Et comme tout poison, il faut apprendre à le contenir. Elle sortit un petit flacon d'argile contenant une mixture noire. Bois ceci chaque soir. Ce sont des racines de yimban, un arbre que seul les porteurs d'esprit peut supporter. Ça ne te guérira pas, mais ça ralentira la brûlure. Gémo prit le flacon. Le regard qu'il lui lança n'était pas celui d'un homme affamé, mais d'un homme reconnaissant et brisé. Pourquoi m'aides-tu encore? Parce que je ne te vois pas comme les autres. Je vois ton combat. Et parce que je crois que ce n'est pas un hasard si je t'ai résisté. Mais dans l'ombre, tous n'étaient pas aussi cléments. Syrah, la sœur d'Awa, ruminait une colère sourde. Sa sœur ne parlait toujours pas, et malgré les explications, Syrah refusait de pardonner. Il a détruit ma sœur. Et vous le laissez vivre parmi nous? Elle consulta en secret un sorcier venu de la forêt de Nkale, un homme à la peau craquelée et aux yeux blancs, que l'on appelait Kosoba. Ce dernier, en entendant l'histoire, sourit lentement. Si c'est un esprit qui le possède, alors seul un esprit plus ancien peut le faire taire. Il lui donna une poudre noire à souffler près de la hutte de Gémo. Une invitation à une force bien plus sombre que ce que le village avait connu. Cette nuit-là, Gémo sentit quelque chose changer dans l'air. Les arbres cessèrent de bruire. Le vent s'arrêta, et son feu intérieur devint une flamme violente, incontrôlable. Il s'effondra, haletant, le corps tremblant, les veines gonflées. Une présence noire comme la nuit se penchait sur lui, invisible aux yeux, mais lourde, pesante, ancienne. Et dans son sommeil troublé, une voix grinçante murmura. « Tu crois pouvoir guérir? Tu crois pouvoir aimer? Tu es à moi, Gémo. Et désormais, nous ne sommes plus seuls. » Le soleil s'était levé sur Kasseret, mais pour Gémo, la nuit ne s'était pas terminée. Allongé dans sa hutte, les yeux ouverts mais absents, il n'était plus tout à fait lui. Sa peau, autrefois brillante comme l'ébène poli, semblait ternie, comme couverte d'une poussière d'ombre. Il avait des spasmes. Des murmures sortaient de sa bouche sans qu'il ne les contrôle. Des mots dans une langue oubliée, que même les anciens auraient refusé d'entendre. Maïmouna fut la première à sentir l'anomalie. En entrant dans la hutte avec sa potion, elle recula immédiatement. L'air y était lourd, presque irrespirable. Elle vit Gémo, recroquevillé au sol, et elle sut. Quelqu'un ou quelque chose avait réveillé la bête. Elle appela Neyoro en urgence. « Il ne s'agit plus d'un homme maudit », murmura la prêtresse en posant ses mains sur le torse de Gémo. Quelqu'un a invité un esprit destructeur dans son corps. Une force plus vieille que le pacte lui-même. « Peut-on l'en débarrasser » demanda Maïmouna. Neyoro resta silencieuse un instant. « Oui, mais le prix sera lourd. Et ce n'est pas à moi de le payer. » Dans les jours qui suivirent, le village revivait un cauchemar ancien. Les enfants faisaient des cauchemars où une ombre rampait sous leur lit. Les chèvres mouraient sans raison. Les femmes sentaient des mains froides sur leurs épaules alors qu'elles étaient seules. Le soir, on entendait des rires étranges dans le vent. L'esprit invité par Syrah avait commencé à se nourrir lui aussi. Et Syrah, rongé par le remords, se rendit chez Maïmouna un soir de pluie. Elle tomba à genoux. « Je voulais juste qu'il souffre comme ma sœur. Je ne voulais pas que tout le village paie. Pardon, pardon ?» Maïmouna l'écouta, la releva doucement. « Tu as ouvert une porte. Il nous faut maintenant la refermer. » Le conseil des anciens fut convoqué une nouvelle fois. Cette fois, le danger ne venait plus de Gémo seul, mais d'un esprit sans nom, libéré dans Kasseret. Un esprit affamé, qui s'était lié au feu de Gémo, se nourrissant de son mal-être, amplifiant sa douleur, le poussant à redevenir ce monstre que Maïmouna avait tenté d'apaiser. « Il n'y a qu'une solution, » dit Neyoro, la voix ferme. « Un rituel d'ancrage. Nous devons détacher Gémo de l'esprit
mais aussi lui offrir un nouveau foyer. Quelqu'un doit se lier à lui, pas dans le désir, mais dans la volonté. Les regards se tournèrent vers Maïmouna. Elle ne détourna pas les yeux. « Je suis prête. » La nuit du rituel, le ciel se couvrit. Pas d'étoiles, pas de lune. Un cercle fut tracé au sol avec du sang de coq noir et de l'huile de palme. Gemo fut placé au centre, inconscient, son corps secoué de spasmes. Maïmouna entra nue dans le cercle, le corps badigeonné d'une pâte de cendre et de feuilles d'aquilée. Autour d'eux, 9 tambours battaient en rythme, appelant les esprits. Neyoro récitait les incantations. Puis, Maïmouna posa ses 2 mains sur la poitrine de Gemo, et elle parla, pas avec la bouche, avec l'âme. « Je te vois, je vois ta douleur. Je la prends, je l'accueille, mais tu ne me consumeras pas. Nous brûlerons ensemble et nous nous relèverons ensemble. » Une lumière rouge jaillit, puis noire, puis rien. Un silence plus profond que la mort. Puis Gemo inspira brusquement, comme s'il revenait d'un monde très lointain. Et il pleura, pas de douleur, pas de peur, de soulagement. Ce soir-là, l'esprit fut chassé. Les ombres quittèrent les maisons. Les enfants dormirent enfin. Syrah, affaibli, fut recueilli par Neyoro pour être purifié. Et Gemo n'était plus exactement le même. Mais désormais, il était lié, non par un pacte ancien, par un serment vivant. Maïmouna. Le lendemain du rituel, un silence étrange régnait sur Kassereh. Mais ce n'était pas le silence de la peur. C'était celui d'un village qui attendait. Attendait-il que Gemo reparte, qu'il guérisse, qu'il tombe à nouveau? Nul ne le disait à voix haute, mais tous savaient que quelque chose approchait. La fin d'un cycle, ou le début d'un autre. Gemo, lui, était changé. Il se réveilla dans sa nouvelle peau comme on émerge d'un rêve trop long. Son corps était le même, mais son feu intérieur, lui, était devenu calme. Non éteint, mais contenu. Maïmouna restait près de lui, non comme une amante, ni comme une prêtresse, comme un lien vivant, une encre. Chaque fois que l'ancien désir, cette faim implacable, se réveillait au fond de lui, il regardait ses yeux, et il se souvenait. Mais l'esprit banni n'était pas mort, et la terre de Kassereh en portait encore la trace. Une semaine après le rituel, un phénomène étrange eut lieu. Les feux du soir s'éteignirent seuls. Les lampes à huile refusèrent de brûler. Les femmes entendirent des pleurs venant des jarres. Et dans la forêt, les chasseurs virent une forme immense, noire, plus rapide que le vent. Kosoba, le sorcier de Nkale, celui qui avait fourni la poudre à Syrah, n'avait pas disparu. Il s'était retranché dans une clairière interdite, invoquant une entité encore plus ancienne. Car si Gemo avait échappé à son emprise, d'autres hommes pouvaient encore être contaminés. Il voulait répandre la faim. Il voulait que tous les hommes du village deviennent comme Gemo l'avait été, esclaves de leurs désirs, et que les femmes ne puissent plus jamais dormir en paix. Lorsque la nouvelle arriva au village, les anciens se réunirent une dernière fois. Si nous ne faisons rien, Kassereh ne sera plus qu'un champ de ruines, dit Neyoro. Mais Gemo est lié à cette force. Il ne peut pas s'en approcher sans retomber. Tous se tournèrent vers Maïmouna. Elle hocha la tête. C'est pour ça que je dois y aller avec lui. Ils comprirent alors que le rituel n'avait pas été une fin. C'était une préparation, une initiation. Dans la nuit, armés de simples torchers de leur foi, Maïmouna et Gemo partirent vers la clairière rouge, là où Kosoba se terrait. Le chemin était silencieux, mais le sol semblait respirer sous leurs pas. Quand ils arrivèrent, la clairière n'était plus une simple étendue de terre. Elle était devenue un autel vivant. Des silhouettes floues, aux formes humaines mais sans visage, dansaient autour de Kosoba, possédés, les bras levés vers le ciel noir. Des chants résonnaient, anciens, corrompus. « Tu viens trop tard, Gemo, dit-il d'une voix creuse. Tu as refusé ton don, mais d'autres le réclament. » Et les ombres se ruèrent sur eux. Alors, Gemo fit face, pas en criant, pas en attaquant. Il se tint debout, droit, les yeux clos, et laissa la flamme en lui s'éveiller. Non pour détruire, pour purifier. À ses côtés, Maïmouna prononçait des incantations de lumière, sa voix portée par les vents. Le feu ancien qu'il habitait désormais s'unit à celui de Gemo. Leurs corps se mirent à briller doucement, pas d'un feu destructeur, d'un feu juste. Les ombres crièrent. Kosoba tomba à genoux. La clairière trembla. Puis tout s'arrêta. Un silence tomba, et le vent revint. Kassereh retrouva ses lampes. Les pleurs cessèrent. Et dans le cœur de Gemo, pour la première fois depuis sa transformation, il n'y avait plus de faim. Il y avait la paix.
Les jours qui suivirent la victoire dans la clairière furent calmes, presque irréels. Le vent reprit sa course entre les arbres. Les enfants rirent à nouveau. Les femmes lavèrent leur linge sans frissonner. Et les anciens levèrent enfin les yeux vers le ciel. Casseret, le village de terre et de feu, avait traversé les ombres. Et la lumière était revenue. Mais ce n'était plus le même village. Et Guémot n'était plus le même homme. Il ne retourna pas dans sa hutte. Il la brûla. « C'est là que j'ai été un monstre, dit-il. Je ne veux plus de souvenirs bâtis sur des cris. » Avec les autres hommes, il construisit une nouvelle case à l'autre bout du village. Petite, simple, non pas pour se cacher, mais pour renaître. Chaque matin, il se levait avant les coqs. Il aidait à réparer les toits, coupait du bois, veillait sur les enfants. Il parlait peu, mais quand il parlait, chaque mot comptait. Certaines femmes recommencèrent à lui sourire, d'autres à le regarder. Mais cette fois, il ne souriait pas en retour avec désir. Il inclinait simplement la tête, humble, et poursuivait sa route. Il avait enfin appris à dire non. Maïmouna, elle, était restée à ses côtés. Non comme épouse, ni comme gardienne, mais comme témoin. Ils partageaient le même feu, mais ce feu ne brûlait plus. Il réchauffait. Un soir, alors que la pluie tombait doucement, ils s'assirent côte à côte sous le vent d'une case inachevée. « Tu sais, dit-elle, ce n'est pas parce que tu n'as plus faim que tu n'as plus de cœur. » Guémot regarda l'horizon. « Et ce n'est pas parce que tu m'as sauvé que je t'appartiens. Tu es libre. » Elle sourit. Libre de partir. Libre de rester. Mais surtout, libre de choisir. Et il choisit. Il choisit de rester à Casseret. Non comme un héros. Non comme un mystère. Mais comme un homme. Il devint conteur. Chaque nuit de pleine lune, les enfants se rassemblaient autour du feu et Guémot racontait des histoires. Pas les siennes. Pas encore. Mais d'autres. Des fables, des légendes, des vérités cachées derrière des animaux. Et un jour, il raconta l'histoire d'un homme si affamé que même l'amour ne suffisait plus. Mais à la fin, l'homme trouva une femme. Non pas pour l'aimer, mais pour lui rappeler qui il était. Et il redevint humain. Le dernier soir, Maïmouna l'écouta, en silence. Quand il eut fini, elle se leva, approcha et murmura à son oreille. « Tu as enfin trouvé ce que tu cherchais. » Guémot hocha doucement la tête. « Non, ce que je fuyais,